cette lettre t'est destinée. Je m'autorise à t'écrire à toi la terre, prolongeant par l'écriture des échanges silencieux, des rêves et des cauchemars, des peurs aussi, des tristesses et des révoltes face à ce qui nous arrive. Toi qui viens du fond des temps, nous t'avons exclu de notre histoire. Tu y fus admise à la marge, comme une ressource pour la production matérielle, dont la croissance fut érigée en principe d'émancipation et de civilisation. Tu es martyrisé par cette nouvelle religion, tu étouffes et tu débordes. C'est de ce grand débordement dont je voudrais m'entretenir avec toi. S'il est lourd de périls et de destructions irréversibles, n'est-il pas aussi un appel à une métamorphose, à des soulèvements propres à ébranler ce monde infernal? Et si les menaces révélaient aussi ta beauté et la force de nos attachements? En m'adressant à toi sans intermédiaire, je voudrais endosser ma condition de terrestre. Être terrestre, c'est partager une intimité. Tu es en nous, humains et autres qu'humains. Et en retour, nous te constituons. En te soulevant violemment, tu sapes les délires de puissance. Tu défies les petits calculs et les propriétés. Tu te moques des prétentions dominatrices et tu démolis les rêves prométhéens. Et la crémade, elle est à qui? Et la crémade, elle est à qui? À qui? À qui? À qui? La lutte contre le projet A69 date de nombreuses années. Au bout d'un moment, il y a un essoufflement qui est naturel. Et donc cet essoufflement, en fait, il s'est arrêté, on va dire, le jour où le fameux saucissonnage de projet a révélé la présence des carrières, en fait, dans trois villages le long du tracé. Du coup, il y a tout un tas de personnes avec des profils vraiment très éclectiques, très différents, qui se sont regroupés, notamment par rapport à l'école qui était pas loin. Et on est rentré en lutte. Et pour beaucoup, c'est la première fois. Moi, je suis mobilisé par ailleurs sur des luttes plus sociales, mais dans les luttes environnementales, pas spécialement, faute en fait, de trouver la porte d'entrée. Et ça nous a donné une porte d'entrée dans la lutte. Donc le collectif La Voix est libre, il a été fondé le 27 novembre 2021. Et ça s'est fait aussi rapidement, c'est-à-dire qu'on s'est trouvés. On avait envie de faire des choses ensemble, on avait envie de faire des choses légères. Notre objectif premier, je crois que c'était d'informer les gens. On avait envie de s'amuser aussi et de faire les choses avec humour. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. Quel serait le problème de ce projet d'autoroute? On doit faire face à un gros projet de merde. Oh, belle image! Qui défoncerait 400 hectares de terre. Jean-Steve est un jeune entrepreneur. Il vient d'être recruté par la société La Voie Libre. Vous avez peut-être entendu parler du vieux projet d'autoroute Castres-Toulouse accolé à une route publique. L'aller-retour Toulouse-Castres, ça ne coûtera que 17 € de péage. Donc avec le gasoil, ça vous fait 6 litres au 100. Bon, ça vous fait quoi, 29 € l'aller-retour pour Castres. Cadeau, ça. Alors j'ai couru. Je suis parti de Toulouse pour aller vers Verfeil. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pouvais traverser la vallée du Giron. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir jusqu'à Castres. Et un grand tournant, ça a été la Grande Marche, en fait. La Grande Marche, parce que c'était un temps long, 4 jours de marche. Sur tout le tracé, c'était hyper symbolique. C'était très festif. Et on était au contact de la nature. On voyait vraiment, en fait, tous les ravages que ça allait causer. Et ça a été un temps charnière, parce que c'est le moment où on a commencé à rencontrer, en fait, des personnes des autres collectifs. Donc ça a commencé à monter en puissance, on a rencontré des personnes d'XR. Et puis après, du coup, ça a mené à l'organisation des grands événements de sortie de route et de ramdam sur le macadam. Là, il y a une machine qui s'est emballée, clairement. Et je pense qu'ils ne trouveront pas la clé de la machine parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de moteur. En fait, le moteur, c'est un collectif qui porte cette machine
Donc, et ça, c'est notre force, je pense. Je trouve que la période que nous vivons est une période extrêmement riche, où tous les sujets sont sur la table et non pas sous le tapis. Donc, à ce propos-là, elle est vraiment enthousiasmante. Il y a des changements dans la pensée qui sont extrêmement importants. Bon, et je dois dire que nous sommes aidés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une véritable guerre contre les territoires. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une accélération incroyable qui s'appelle extractivisme, aménagement du territoire, etc., etc., et qui fait qu'aujourd'hui, les territoires sont devenus des zones uniquement d'implantation d'infrastructures pour permettre la poursuite de la croissance. Et donc, il y a une véritable défense des territoires. Ces mésanges en train de nidifier sont le symbole d'un combat, celui mené par les opposants à l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Depuis près d'une semaine, Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, s'est installé en haut d'un platane pour empêcher son abattage et défendre la biodiversité. En fait, là, on doit tenir jusqu'au 31 mars le siège dans ces arbres parce que ensuite, il est interdit d'abattre les arbres puisqu'il y a la période de nidification pour les oiseaux. Le collectif La Voie est Libre m'a contacté en me disant que l'alignement des platanes de Vendine allait être abattu. Donc je me suis accroché. Et là, je crois que j'ai passé 10 jours. D'autres grimpeurs ont commencé à embrayer le mouvement. Donc les forces de l'ordre là, sont en bas. Ils sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir me faire descendre. Je leur ai clairement dit que s'ils grimpaient dans l'arbre, je montais au plus haut. Et que j'allais aller sur des branches très très fines, me suspendre et que j'allais me décrocher, donc je ne serais plus en sécurité. J'ai envie de dire que l'A69, pour le GNSA, ça a été une vraie aubaine, entre guillemets, parce que ça a réveillé au niveau des grimpeurs le fait qu'il fallait vraiment défendre les arbres. Et on a eu beaucoup d'écureuils, ce qu'on appelle aujourd'hui les écureuils. Et voilà, et du coup, l'A69, c'est vraiment le facteur déclenchant pour le GNSA au niveau de la mobilisation des grimpeuses et grimpeurs, quoi. À partir du moment où la tête abatteuse touche un arbre, j'entre en grève de la faim. Les travaux ont repris, les travaux ne se sont pas interrompus depuis le 1er mars, mais on va dire les gros travaux ont démarré au mois d'août à peu près. Après, ils ont surtout repris les abattages le 1er septembre à minuit 1, en commençant par s'attaquer au symbole de la contestation, c'est-à-dire les platanes de Vendine. Moi, je me suis mise en grève de la faim donc jeudi dernier, le 7, parce que ça fait déjà un moment qu'on pensait à faire cette grève, c'est-à-dire depuis mars, avril, on avait été quelques-uns à en parler. Et en fait, là, le cours des choses s'est accéléré. La mobilisation est vraiment difficile en ce moment avec la rentrée. Et face à ça, on a vraiment un système répressif démesuré. Donc, pour rappel, on a eu 200 gendarmes à Vendine pour une protection d'une coupe d'arbre avec des agents du PSIG, des CRS, des agents avec des chiens et des hélicoptères avec des caméras thermiques et des drones. Courez, allez-y là! Vite, venez! Courez! Venez! On court, on y va! Allez, courez! Go! Allez, ah oui, quand même, voyons! Allez! Dégage-toi avec ton truc là! Dégage! Avec ton truc là! Face à ça, on ne peut plus faire grand-chose face aux coupes d'arbres comme on avait fait en mars, c'est-à-dire grimper sur des machines, tenter de s'opposer aux machines en mouvement, et même au niveau des actions en général. En fait, la surveillance est telle sur cette lutte qu'il y a eu les pétitions, les manifs, les marches, les événements festifs et même les actions des désobéissance civile et même le sabotage. Mais malheureusement, tout ça n'arrête pas du tout la machine en face. Et le jour où j'ai annoncé ma grève de la faim, en fait, j'étais encore libre
Et j'ai tenté une énième action, donc en m'enchaînant à une machine de coupe d'arbre en mouvement. Et énième action que j'avais évidemment mal calculée, qui m'a amenée en garde à vue pour plus de 24 heures, et j'en sors avec un contrôle judiciaire m'interdisant de me rendre sur les lieux de toutes les communes concernées par le tracé, donc je ne peux plus soutenir physiquement la lutte. J'en sors quand même avec un procès pour février, mais ça n'a pas du tout, ça n'a à peine ralenti la coupe. Il y a vraiment un glissement en France de la législation en droit pénal, de manière vraiment globale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'infractions qui sont créées, il y a des peines qui sont aggravées, et donc il y a, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et on a donc un arsenal législatif pénal qui est vraiment de plus en plus répressif, parce que de plus en plus de gouvernements en fait axent leur politique pénale sur le chiffre. Après, en fait, il y a ce glissement qui peut-être date de l'état d'urgence de 2015, où en fait on utilise des dispositions exceptionnelles, des lois en fait qui sont plutôt des lois qui concernent en fait le terrorisme, ou des lois qu'on a utilisées dans des situations d'urgence et au nom du terrorisme, et en fait on les fait rentrer dans le droit commun. On banalise en fait les mesures d'exception, et alors que ces mesures devaient être utilisées uniquement en fait en matière de terrorisme, on va élargir la notion de terrorisme et on va faire rentrer dedans en fait des ennemis de l'intérieur. Et donc en fait, qui sont les ennemis de l'intérieur? Ce sont en fait les écologistes. Et là, le gouvernement ne s'en cache pas puisqu'il parle des écoterroristes. On utilise les services antiterrorisme pour faire du renseignement, on surveille les écologistes et on prend des mesures, en effet, de poursuite pénale, des gardes à vue, des contrôles judiciaires à l'encontre, en fait, de militants qui ne sont là, en fait, que pour défendre la nature, pour mener des campagnes. Donc, on est sur des notions d'état-nécessité, liberté d'expression. Et pour autant, en fait, on les poursuit. Et ça, donc, c'est pas ça qui a enclenché ma grève de la faim, mais ça la rend plus facile en quelque sorte, parce que du coup, je peux plus me rendre sur les lieux de lutte et participer activement. Donc là, je suis là devant le conseil régional, et c'est un moyen de lutte de dernier recours que j'ai trouvé là. J'ai vraiment plus le choix. On a entamé une grève de la faim collective. Thomas Braille a commencé la sienne donc il y a maintenant 13 jours. Et puis on est 7 grévistes de la faim, donc 6 ici devant le conseil régional de l'Occitanie. Et voilà, on se montre solidaire pour faire avancer un petit peu les choses au niveau politique et que ça se débloque enfin. On savait que le 1er septembre allait être un moment dense et très actif puisque les abattages allaient redémarrer. Donc le mois de mars a été un moment très intense pour beaucoup de gens. Et là, ils détruisent des arbres, des bois protégés par des gendarmes. On dirait une scène d'Avatar, quoi. C'est vraiment c'est flippant, quoi. Sauf qu'on est sur Terre, on n'est pas dans un monde imaginaire. Donc j'essaie d'être pragmatique, de garder un peu la tête froide, et voilà, après moi au-delà de ce combat contre la 69 qui est une infrastructure symbolique de tout ce qu'il faut plus faire, moi je suis émerveillé par l'intelligence collective qu'il y a, quoi. Tu vois, quelque chose se trame pour destituer les forces qui te détruisent et instituer des communautés dans lesquelles chaque être singulier compte. Ce quelque chose s'étaye sur ton extraordinaire complexité, sur nos attachements. Ces liens défient les valeurs de compétition et de prédation. Ce n'est pas rien. La coopération, l'horizontalité, l'ancrage, nous les souhaitons et nous les éprouvons dans les liens complexes qui nous attachent et nous libèrent de la loi des plus forts. Les zones libérées, sociales, physiques et mentales, sont nos points d'appui pour d'autres futurs.
pour nous, la terre est un commun. Quelque chose qui est effectivement notre outil de production, qui nous passe entre les mains depuis les générations d'avant jusqu'aux générations futures. Donc on est là pour en prendre soin, pour produire. Éventuellement, ça se transmet dans la famille ou pas, comme ferme. Mais c'est déjà ça, une perspective politique, d'en prendre soin et que ça doit se poursuivre, cette fonction de nourrir les gens, de produire, elle doit se poursuivre bien après nous. Un projet pareil, là, cette perspective de voir un ruban énorme de bitume, c'est d'abord une grande souffrance. C'est vraiment une balafre, pas seulement dans un paysage, mais dans des terres qui aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a peu, étaient chaque année labourées, semées, moissonnées, récoltées. Je vais traverser l'autoroute en simulation. Tout cet espace-là, jusqu'à 80 mètres plus loin, va être détruit, puisque l'ouvrage autoroutier se fait en déblai de 6 mètres. Donc on me prend 20 hectares et on me divise la propriété en deux. Il y a une grosse partie de la végétation qui a été coupée, il y a l'autoroute qui passe là. Donc moi, ça me coupe les parcelles un peu plus compliquées à exploiter. Et ça veut dire que c'est toute une partie de la subsistance qui véritablement est sacrifiée aujourd'hui pour du béton. Et au nom de la mobilité, de l'accélération de la mobilité, du droit à la mobilité comme droit absolu et du droit à une mobilité de plus en plus rapide. Or, aujourd'hui, dans la crise écologique, ce qu'elle nous enseigne, cette crise, parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses, c'est que les questions de subsistance deviennent premières. Bien sûr, dans nos sociétés, quand on parle de subsistance, cela évoque la pauvreté, cela évoque le manque, la pénurie, le sous-développement, etc., etc. L'absence de modernisation, c'est défini toujours négativement, la subsistance. L'intégralité de notre quotidienneté se trouve régie matériellement par le capitalisme. Et donc, tout ça n'est pas arrivé en même temps, ça a été progressif, mais un matin, on se réveille, on se dit, bon, sans le capitalisme et l'industrie, je meurs, en fait, tout simplement. Et ça a inspiré des réflexions vertigineuses à des marxistes hétérodoxes comme Henri Lefebvre, ou à des penseurs comme Ivan Illich, ou encore à des écoféministes comme Maria Miss et Veronica Benoll-Thompson, qui ont à peu près à la même période, dans les années 70-80, essayé de repenser la notion de quotidien. Il y a soit un quotidien qui est en fait celui dans lequel on vit en société de production-consommation, qui est un quotidien complètement oublieux, amnésique, ignorant de la fabrique du quotidien. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'ateliers ouverts, il n'y a plus personne dans les champs. Le cycle de l'eau, on ne le voit plus. Tout est encastré dans les murs, sous terre, ou alors délocalisé à l'autre bout de la planète. Donc ce quotidien, on peut le repolitiser en disant « Attention, il y a une chaîne de production et votre confort d'aujourd'hui et de maintenant, il dépend de l'exploitation d'une femme dans un champ qui assure la subsistance pour un ouvrier qui va être lui-même exploité et des enfants dans des usines à l'autre bout de la planète. Et donc, il faut, dans le soin qu'on a auprès de ses proches, prendre soin de toute cette chaîne de production. Et c'est très exactement ce que montrent Maria Miss et Veronica Benoll-Thompson dans un iceberg, où elles montrent qu'en fait, le quotidien capitaliste, il est juste là, c'est une petite pointe, et il dépend d'une énorme masse de gens, mais aussi de travail accompli par la nature elle-même, pour que le capitalisme de production-consommation, il existe. Donc ce quotidien-là, il est dans l'exploitation maximale. Et puis, il y a un autre quotidien, qui est le quotidien de la fabrique, de la quotidienneté, qui se pose la question de l'amont et de l'aval des matières, et ne part pas du principe que cette matière-là, il faudrait s'en détacher, et que c'est ça l'émancipation. Ce jardin a vu le jour en un week-end, en fait, le week-end du 22-23 avril. C'était en fait une prairie qui appartient à une personne privée qui nous offre la possibilité de créer ce jardin forêt qui va rester, qui a vocation à perdurer. C'est-à-dire qu'il ne va pas être juste là
pour quelques mois de cet été. Il va survivre à ça et s'implanter et donc permettre à des gens, même de passage, de venir ramasser. C'est vraiment ouvert à tous. Et il a vu le jour avec une trentaine de personnes pendant cette manifestation. Donc beaucoup de mains, de petites mains ont gratté la terre et préparé le sol. Et c'est ça qui était incroyable, c'est qu'en 2 jours, cette terre a été préparée pour accueillir tous ces végétaux. Ces végétaux qui ont été, là aussi, il faut le dire, des dons faits par des paysagistes du coin. Voilà, c'est vraiment, on sent une solidarité importante autour de ce projet contre la 69. Je ne sais pas si vous la connaissez, pardon. La paprenelle? Non, oui, c'est la paprenelle. Alors là, je ne l'ai pas en là. Donc du coup, vous la reconnaissez bien avec ce découpage-là, puis la petite dent qui est beaucoup plus petite derrière. Et la fleur, trouvez-moi une fleur. J'ai jamais vu de fleur de paprenelle. Ah, c'est magnifique. Ça, on est aussi dans la transmission. Dans la transmission aux enfants. Et je pense que, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser, nous, à l'heure d'aujourd'hui, en étant acteurs de notre société, à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'on est dans cette chaîne humaine, on est dans cette chaîne du vivant, que ce soit des oiseaux, des chenilles, des papillons et des loutres qui reviennent nous voir gentiment dans le Bernazombre et la goutte. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Prends le porte-voix vers la gauche ou vers la droite. Prends le porte-voix, je tape entre les âges. Le souffle et le jeu sont attachés au fond du puits. Réveille les vieux rêves du côté de Vandine. Prends le porte-voix pour aller chercher le monde. Prends le porte-voix pour taquiner le bitume. Sur tous les chemins de la rue jusqu'à la fontaine. Conte notre histoire de Toulouse à la Seine. Allons-y entre voisines, danser la cumbia paysanne. La Tarnaise est une mutine. Nos petits au bord des larmes, quand s'écrasent les platanes, à nos écureuils dans les arbres, dans la lutte on prend racine. On se trouve sur le site de la Borélie, à Saint-Germain-des-Prés. Donc on est arrivé, les grimpeurs ont commencé à installer leur matériel dans les arbres, installer les portalettes pour y dormir, monter un peu de nourriture, d'eau. Et ensuite, il y a les castors au sol qui ont créé la cuisine, les toilettes, le point info, et de quoi accueillir du monde qui passe, qui vient nous soutenir et nous aider, quoi. Et après, on a aménagé aussi les arbres, on a mis des tyroliennes, on a mis des slacklines, des trapèzes, des balançoires. Donc on a fait un peu avec les moyens que les gens apportaient, quoi, des barnums, des bâches. C'est que de la récup, il n'y a aucun achat. On n'a rien acheté, non, du tout, quoi. De la récup ou du prêt des membres du collectif. J'ai participé à la construction de ces 2 cadres qui s'appellent des portaledges, parce qu'on avait commandé 4 tentes de montagne pour installer dans les arbres, mais les sommiers ne sont pas dispo avant 2024. C'est du profilé neuf, mais c'est des barres de 6 mètres qu'on achète et qu'on découpe et qu'on assemble. Celui-là est en acier inox. Sinon, normalement, c'est un alu, c'est peut-être un petit peu plus léger de 2 ou 3 kilos. Un exemplaire comme ça, acheté, ça vaut 1 000 €. Là, il y en a à peu près pour maximum une centaine d'euros.
partie des personnes qui apportent à manger aux grimpeurs, aux arboristes, aux écureuils en fait, et qui aussi gèrent un peu l'organisation avec d'autres personnes, justement des repas pour les écureuils. Comme j'habite Castres, pour moi c'était pas compliqué de jouer ce rôle-là. C'est pas que des professionnels, les écureuils aussi, c'est des gens qui viennent, qui ont appris à grimper aux arbres et qui sont venus spontanément pour apporter leur pierre à l'édifice. Je trouve ça super enrichissant aussi de découvrir des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs. Et puis c'est cette solidarité en fait. C'est ce retour de nous on leur apporte à manger, mais eux ils nous apportent aussi plein d'autres choses. Et en fait, c'est venez découvrir aussi ces gens-là. C'est ça aussi, dans la lutte, je trouve ça trop beau, c'est que sans les abeilles qui nous apportent à manger, on n'est rien. Les écureuils, les grévistes, les écureuils, les abeilles, même les gens qui tractent dans la ville sur le sujet, personne ne sert à rien, quoi. À partir du moment où tu es sensibilisé, ça compte. C'est un truc qu'on ne pourra pas nous enlever dans la lutte. Peut-être qu'on va nous enlever les arbres, peut-être qu'on va nous enlever ce qu'on est en train de construire, mais on ne pourra pas nous enlever ce qu'on a fait tous ces jours-là avec des gens qu'on ne connaissait pas et que juste on a créé un mini écosystème ou juste des petites cordes entre les arbres et juste trop chouette. Je suis très ému à chaque fois que je vois des rassemblements comme ça et que je me retrouve face à des personnes qui ont compris l'urgence. Et l'urgence de ce foutu dérèglement climatique. Je pense qu'on n'est pas encore assez nombreux à être éveillés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, il ne se passera rien, quoi. On est en train de vivre un moment charnière, on est en train de vivre un moment un peu traumatisant, on l'a vécu à Vendine. On est tous fatigués, et on a vécu à Vendine l'autre soir un moment où on a senti qu'on avait raison, putain, on a senti qu'on a vu 200 flics devant nous, on a senti une injustice énorme. Et on sent qu'il faut être beaucoup plus nombreux là-dessus. Il faut qu'on se soutienne parce que demain on va être nombreux en garde à vue. Il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on aille plus loin. Nous on a une rage aujourd'hui. On sent qu'on a une rage, qu'on est tous dans la même merde. On est tous sur la même planète. Donc il faut qu'on repousse nos limites. Il faut qu'on aille plus loin. Donc on lâche rien. On va les tenir jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le choix. Quand il y a eu les actions des écureuils qui sont montés dans les arbres, évidemment que c'est très ancré dans le temps présent, mais ce que ça raconte, c'est que même les luttes très contemporaines puisent aussi à tout un imaginaire ancien, bien souvent. Je pense à l'Ariège, par exemple, mais dans d'autres lieux de France, la fameuse guerre des demoiselles en Ariège. Donc il y a une sorte d'inconscient historique, je dirais. Il y a des braises du passé, et je pense que c'est très important d'en faire le récit aussi, de montrer que ces actes qui puisent vraiment dans le temps présent s'ancrent aussi dans un passé de lutte extrêmement important, de lutte pour la terre, de lutte pour l'eau, contre la déforestation, etc. Ainsi périssent ceux qui portent atteinte à nos droits. 1830. Cette menace se propage dans toutes les hautes vallées de l'Ariège. Les expéditions punitives s'organisent contre les gardes chargés de faire appliquer la loi. Une loi scélérate estime les paysans. Pour ne pas être reconnus, ils passent leurs longues chemises sur leurs pantalons, se masquent, se barbouillent le visage et surgissent sous l'aspect d'être moitié fée, moitié sorcière, les demoiselles.
J'ai appris récemment l'existence, en Allemagne, d'une forêt. La forêt de Hambar, datant d'une période antérieure à ta dernière glaciation. C'est si rare en Europe. Des activistes, occupant les arbres pour protester contre l'extension d'une mine de lignite, lui ont donné cette visibilité. Cette forêt est peuplée d'espèces protégées. Le piquemar, le vespertilion de Bechstein, le muscardin, la pipistrelle de Nathusius, la grenouille agile, le sonneur à ventre jaune et bien d'autres. La biodiversité se révèle tout à coup concrète, sonore, colorée. Elle porte des noms enchanteurs. Les peuples des forêts sont nos alliés. Devant l'insupportable se lèvent partout des résistances spontanées. Les activistes de Hambar reproduisent, sans peut-être les connaître, les gestes du mouvement Chipko, né en Inde dans les années 70. Des femmes villageoises ont rejoint la forêt, enlaçant les arbres, les étreignant pour en empêcher l'abattage. Cette action non violente, étendue ensuite à plusieurs régions d'Inde, inspire toujours des résistances au massacre des forêts. Nous devons à Vandana Shiva, une des porte-paroles de ce mouvement, la connaissance d'une expérience qui n'est pas éteinte. Before I was going for my PhD to Canada, I wanted to visit some of my favorite spots not too far away, just to carry the memories with me. There was a particular oak forest on the range, on the Mussoorie Hill Range, and below it was a lovely stream. So I went, and the oak forest had been cut for apple orchards, and the stream was gone. It's the first time I experienced the loss of something that was so much part of me. I'm sitting waiting for the bus at the chai shop on the road, and I talk about how much damage has been done, and this person at the tea stall says, but now there's hope because Chipko has started. These women are coming out and stopping the loggers, saying we won't let you cut the trees. La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence si cette société mâle et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte. Pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. L'écoféminisme, en fait, c'est un mot qui a été inventé en France par Françoise d'Aubonne, qui est une écrivaine militante très reconnue des années 70. Elle a inventé le mot en 1974. Et ensuite, elle a écrit des ouvrages, dont un qui s'appelle Écologie / féminisme. Et elle part du principe que l'exploitation de la terre et l'exploitation des femmes sont deux événements co-occurrents et qu'on ne peut pas dissocier. À partir du moment où on considère que la terre, c'est une matière inerte et qu'on met au service de cette terre des êtres qui vont être esclavagisés, des femmes, mais aussi, elle a aussi une pensée décoloniale, ça va être ensuite des esclaves et des personnes des Suds. Tout ça, ça va être mis à profit, en fait, par le patriarcat, qui va connaître plein d'évolutions dans l'histoire de l'humanité. Elle va distinguer un patriarcat des premiers agriculteurs, qui vont faire des femmes, comme elle dit, des lapines. Il faut tout d'un coup qu'elles produisent des bras pour augmenter la surface de production des terres, des peuples en train de se sédentariser, de devenir des agriculteurs. On va arriver au patriarcat capitaliste qui, pour elle et pour beaucoup d'écoféministes après elle, constitue la forme la plus exploitatrice en fait du patriarcat, puisque c'est un patriarcat qui va vouloir remplacer les capacités de la nature dans ses possibilités de régénération. En fait, l'écoféminisme, si on peut le résumer, c'est tout ce qui touche à la production de la vie et à la reproduction de la vie qui devient central et qui relègue au deuxième plan tout ce qui est de l'ordre de l'accumulation, de la production, de la productivité, etc. Bon, tout ceci qui est quand même la figure du travailleur, c'est la figure de la croissance, du travailleur, la production qui est centrale, et tout le reste c'est de la reproduction, et tout ça c'est confié aux femmes.
aux ex-colonisés aussi, aux racisés, etc., qui s'occupent finalement de la subsistance, de la pérennité de la société, de la reproduction de la vie, eh bien là, c'est d'inverser le stigmate, c'est-à-dire ce stigmate que portaient les femmes, c'est-à-dire être cantonnées à des tâches qui ne sont pas reconnues, à des tâches subalternes, faire de ces tâches subalternes des tâches centrales dans la société. C'est un moment qui est chouette. Puis là, c'est la nouvelle farine, en fait, c'est le blé de cette année qu'on a moissonné au mois de juillet. Et on a vachement de chance parce qu'il y a eu bon rendement et en plus, la farine, elle est vraiment de qualité, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ça arrive vraiment qu'on galère, qu'on ait de la farine qui n'a pas assez de force et qui n'a pas des qualités panifiables très bonne. Et là, ça arrive, c'est bon. Et ça nous dit une belle épine du pied parce qu'à cette saison, d'habitude, on est toujours envoyé des messages aux clients pour dire changement de farine, désolé, le pain il va être bizarre pendant quelques semaines, le temps qu'on trouve les ajustements pour apprendre à travailler avec de la farine vivante. Quoi. Parce que c'est un mélange de variétés, il y a une vingtaine de variétés de blé différents dedans. Et donc chaque année, selon les conditions climatiques, ça sort différemment. Il y a plus ou moins telle ou telle variété qui prend le dessus et ça modifie beaucoup les caractéristiques de la farine. J'habite à une quinzaine de kilomètres du tracé de l'autoroute. Je suis agricultrice et installée depuis 15 ans. Et j'étais maraîchère pendant 12 ans et là je suis paysanne boulangère. Je suis adhérente de la Confédération paysanne et donc moi je suis rentrée sur la lutte parce qu'on m'a mandatée pour aller suivre le volet agricole du projet. Et donc moi j'étais très engagée avant sur toutes les questions liées à la résilience alimentaire, à la souveraineté alimentaire, en tant qu'agricultrice, par mon métier, mais aussi par mes engagements et associatifs. Et je suis dans plusieurs collectifs sur ces questions-là et donc ça me tient à cœur. À produire, en l'occurrence, des céréales et à les transformer en pain, qui est vraiment un aliment de base. Et pour moi, c'est hyper important de fournir aux habitants du territoire, parce que c'est que de la vente directe que je pratique, d'être acteur pour une alimentation. Voilà, c'est pas du tout durable, le nom, c'est paysanne, pour que nos territoires, qu'on ait la capacité de se nourrir, que des savoir-faire existent et que voilà, des petites fermes à taille humaine puissent exister et peuvent se développer. Aujourd'hui, sensibiliser les gens, c'est trop tard. Si les gens ne se sont pas rendus compte que leur paysage allait être saccagé, que la résilience alimentaire allait être compromise, que l'effondrement de la biodiversité, c'est pas ici qu'on allait être un lieu où on allait protéger, que ça allait juste s'aggraver comme ça s'aggrave partout, on espère que les gens vont se reconnaître dans l'un d'entre nous et tenter de faire ce qu'eux peuvent à leur mesure, pour que peut-être à plus nombreux, à plus déterminés, on arrive à arrêter ce projet. Dans notre collectif, qui a une expertise reconnue, personne n'est favorable à la construction de l'autoroute A69. Pas un seul ou une seule membre. C'est un rejet unanime. Il est désespérant de constater qu'au niveau de l'aménagement du territoire et de la politique publique, la seule boussole soit encore la croissance économique, alors qu'elle rend plus difficile, voire impossible, le respect de l'accord de Paris. Après l'été que vient de vivre notre planète, après les catastrophes endurées par les habitants de nombreux territoires, alors que Toulouse a battu son précédent record de chaleur de pratiquement 2 degrés, et tandis que la France continue d'affirmer son souhait de respecter ses engagements climatiques internationaux, nous nous demandons sincèrement ce qui peut justifier de continuer un tel projet
contre l'avis des scientifiques et des citoyennes et citoyens. En tant que scientifiques, nous considérons que changer d'avis face aux faits est une qualité intellectuelle précieuse et que les instances publiques ainsi que Carole Delga gagneraient à revenir sur leur position. Physiquement, ça va à peu près. Il y a mes analyses, elles sont pas nickel, mais c'est pas pire non plus. Et je commence à en avoir un peu marre, j'avoue. On entre tous là dans une phase, on approche tous un peu du cap des 18 jours, et pour les gens, c'est un moment un peu critique. Et voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on trouve une issue avant ça, quoi. Mais après, moi, je suis prête à continuer quand même. La subsistance, ce n'est pas simplement l'alimentation, mais c'est autre chose. C'est les paysages aussi. Là, si on regarde ce qui se passe au niveau des travaux qui ont débuté pour l'autoroute, c'est un arasement des paysages. C'est véritablement une destruction de ce qui fait le quotidien des personnes. L'attachement, justement, à un paysage, l'ancrage dans un paysage, eh bien, tout ça est dévasté et tout ceci fait partie de la subsistance. Ce n'est pas simplement la subsistance matérielle, c'est aussi toute cette subsistance immatérielle, poétique aussi, une manière poétique d'habiter tout ce qui est l'habitat de la Terre et du monde. Il n'y a aucune façon de penser qu'un travail sur la tarification peut arriver à faire baisser l'immense colère qui nous habite aujourd'hui. Il y a une forme de mépris. On peut deviner aussi qu'avant le jugement du référé de vendredi, les sites vont être grandement menacés. Donc il ne faut pas oublier notre présence sur le terrain et en fait on est déterminés plus que jamais et on ne va pas arrêter cette grève de la faim parce qu'elle nous le demande gentiment. Les actions juridiques malheureusement ont leurs limites. Il faut, je pense, se servir de cette action collective pour mettre en avant l'inadéquation de nos règles, de notre législation et de notre réglementation. Une législation qui n'est pas adaptée aux enjeux et aux défis qui nous concernent tous, nos défis d'avenir. Je parle évidemment du changement climatique. Et effectivement, je pense que le justiciable, aujourd'hui, n'a pas les outils qui sont adaptés pour lutter contre ce type de projet. Donc ici se pose une question fondamentale qui est comment vont être prises les futures décisions. Et aujourd'hui, évidemment, l'urgence qui nous préoccupe tous, et au premier chef les personnes qui sont ici, c'est comment arrêter un projet qui est tellement avancé, c'est-à-dire avec un processus décisionnel qui est achevé, une concertation, une enquête publique, des simulacres de démocratie, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Parce qu'il se targue effectivement des décisions qui ont été prises en concertation de qui? De personne. Parce que vous avez lutté contre ce projet depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans. Vous avez fait preuve d'intelligence en proposant des alternatives et toutes ces alternatives ont été rejetées les unes après les autres. Donc où est la concertation? Elle n'existe pas. Plus de démocratie environnementale, ça me semble être absolument essentiel. Cet abîme s'approfondit quand l'expérience concrète manque. Quand le temps pour la vivre
et capturé par la course capitaliste. Ce temps court de plus en plus vite. Il est compté avec toujours plus de précision, chronomètre en main. La vitesse annule la durée, le sentiment d'avoir le temps. Elle te livre à des appétits insatiables. Elle t'annule. Rejoindre Castres depuis Toulouse en moins d'1 heure contre 1h15 aujourd'hui, c'est la promesse du projet de l'autoroute A69. Un chantier classé priorité nationale depuis 2019 par l'État, mais qui est discuté dans la région. Donc cette autoroute, elle doit permettre de continuer à développer l'emploi à Castres. Donc c'est une de mes priorités et je peux vous assurer qu'elle verra le jour. On a une discussion dans le cadre d'une procédure sur évidemment l'autorisation environnementale, mais il a été rapporté que tant sur les zones humides, tant sur la replantation d'arbres, on a ici un projet qui est exemplaire en la matière. On a là une des autoroutes qui sera en termes environnementaux une des plus vertueuses de France. Cette autoroute, je voulais juste le dire aussi, elle a été conçue de telle sorte qu'elle soit bien insérée dans le territoire et bien insérée aussi environnementalement. Mais je rappelle que le sud du Tarn, c'est un territoire qui est très pauvre. Nous n'avons pas d'autre solution pour désenclaver ce territoire. Pour sortir les gens de la misère, et allez vous balader à Castres ou à Mazamet, vous allez voir que ce sont des territoires qui perdent de la population, où la misère, elle suinte. Que ce soit les élus départementaux et les élus municipaux, tous soutiennent en effet ce projet d'infrastructure reconnu d'utilité publique et qu'il est parfois plus facile quand on est élu parisien d'avoir un avis sur comment on doit se déplacer dans le Tarn. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore. Et voilà, il brille, tu vas te le prendre, allez! Alors là, on est en train d'installer le site d'accueil pour Ramdam sur le Macadam. On prépare un gros rassemblement contre le projet de la 69. On en avait déjà fait un en avril, sortie de route, qui avait été vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on a une bascule. Il faut qu'on continue de faire entendre notre voix, d'enfoncer le clou, de montrer que les gens n'en veulent pas, que c'est un projet du passé. Et donc, on appelle au niveau national. Et donc là, on organise pour pouvoir accueillir quand même, que ce soit festif, que les gens se régalent, se rencontrent, puissent échanger, avoir de l'information. Là, je suis en train de préparer de la sauce bolognaise pour le repas de ce soir pour 600 personnes. Il y a 30 kilos d'oignons, 30 kilos de carottes, 15 kilos de céleri. Non, j'ai pas de formation de cuisinier, mais c'est pas la première fois que je cuisine dans des rassemblements comme ça. Puis c'est un peu un défi de réussir à faire des pâtes bolognaises pour 600 personnes, d'arriver à servir des pâtes chaudes, d'arriver à avoir une sauce qui a du goût. C'est impressionnant. Et puis de voir tout ça, c'est beau aussi. Ça suffit, Henri ? Bonne
la vitesse n'a pas à être prioritaire face au droit à la vie. Et à chaque fois qu'on y prend 1 hectare, 100 hectares, 1000 hectares, c'est des terres qui sont perdues. Je voudrais souligner la puissance de ce rassemblement, qui est plus qu'une manifestation, qui est une véritable occupation du territoire, avec sa base arrière, qui nourrit nos luttes. En 2014, nos citoyens décident d'arrêter de s'alimenter pour protester contre un projet. C'était sans espérer attirer leur attention. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits de ce point de vue-là. Mais au niveau de l'opinion publique, ça a été vraiment important. On ne nous écoute pas, on ne nous écoutera pas tant qu'on ne sera pas inventifs tous ensemble pour enfoncer ce coin dans cette faille. Nous, La Voix est libre, donc on est les co-organisateurs de cet événement avec le Soulèvement de la Terre, avec XR, avec GLAM. Il y a le GNSA et Solidaire. Il y a Attaque. Voilà, il y a tout un tas d'organisations qui sont derrière. Nous, La Voix est libre, on continuera à porter le message et puis on est galvanisé. Par tout ça, on est fatigué aujourd'hui, mais on est galvanisé. Derrière, on sait que demain, il va y avoir une énergie incroyable parce qu'on voit le soutien, on voit que les gens ont compris ce projet. Nous, en fait, on va toujours défendre, essayer de favoriser des actions qui permettent l'expression populaire, parce qu'on pense que le processus démocratique, il n'a pas été respecté. On nous dit tout le temps ça, le processus démocratique a été respecté, on a une position illégale, en fait, on n'a plus le droit de s'exprimer. Or, en réalité, quand on regarde bien, on nous a proposé le projet A69 ou rien à la place. Donc on a déjà plein d'idées pour la suite, pour faire encore grossir cette lutte, parce qu'ici, il se joue quelque chose de beaucoup plus large que l'autoroute Castres-Toulouse. Ici, il se joue, je pense que c'est un point de bascule et que ça peut faire basculer beaucoup de choses si on arrive à faire sauter ce projet. Ils croyaient que le fumier nous ferait fuir, mais nous on est des mouches. Ça nous attire, ils pensaient que les lacrymos briseraient notre pacte, mais on est des escargots, la carapace est intacte. Un crème sad qui pue, des espoirs si brefs, intenses, on en a rarement eu. Un crème poème inachevé, pardonne-nous d'avoir échoué, on était 11 000 à ton chevet. Un crème zad qui pue, bientôt on te refera à chaque coin de rue. Zad partout, à chaque coin de rue. Tu nous réveilles d'un long sommeil, à l'abri du progrès et des rêves d'émancipation et de liberté. Ces rêves ne pourront pas s'accomplir sans toi. Ta présence donne du sens aux expériences directes, locales, longtemps dévaluées au regard des grands récits, tissés d'abstractions universalisantes. Les multiples occupations résolues de territoires, de forêts, de non-lieux, de terres, d'usines, les actions collectives de désobéissance, les soulèvements quotidiens contre l'injustice, l'expérience de la lenteur et de l'observation, le refus de la laideur, les récits qui se cherchent et s'élaborent, repeuplent les chemins désolés de nos utopies.
J'ai fait beaucoup d'entretiens biographiques. Moi, j'aime beaucoup les récits de vie. Et quand on détaille, on trouve un schéma quand même assez important, récurrent. Et donc, la première étape, c'est l'étape critique. Le moment de critique du mode de production-consommation. À un moment donné, l'enchantement ou l'illusion que tout ça, c'est du confort, du progrès, ça se fissure. Deuxième étape, quand il y a eu ce moment critique, c'est insoutenable en fait. Quand on détricote toute la société de production-consommation et qu'on ne sait pas comment réenclencher des cycles de subsistance, sachant que la majorité de la population maintenant n'a plus du tout de contact direct avec les savoir-faire paysans-paysannes, puisqu'ils ont été totalement décimés. On est arrivé au terme de la fin des paysans et des paysannes. Et donc, moi, quand j'ai travaillé sur les alternatives, j'ai aussi travaillé énormément sur des formations. Il faut se former. C'est une méthode de lutte, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de gens. Il faut, en le minimum de temps, former le maximum de personnes à une série de savoir-faire aussi bien artisanales qu'agricoles sur des petites bandes de terre. Et donc, cette formation accélérée, elle se fait par le woofing, par des stages, par de l'accueil, une hospitalité inconditionnelle. Et les ZAD, on fournissent cette matrice gigantesque d'échange de savoir au débeauté, sans s'organiser 150 ans à l'avance. Les chantiers participatifs, c'est un format exceptionnel. Et il faut contribuer en fait à la subsistance commune. Et ce qu'il faut, c'est quand même suffisamment de gens qui tiennent les lieux, qui passent plusieurs hivers pour former des néophytes, sachant que le turnover va être important. Donc là, on est dans la grange qu'on a aménagée il y a à peu près 3 semaines. Et là, aujourd'hui, on organise la bonne bouffe. Donc c'est un repas partagé où tout le monde peut venir avec des plats. Ensuite, on mange tous ensemble. Et vers 14h, on organise des chantiers participatifs. Vu qu'on est sur un terrain privé, la police ne peut pas nous déloger et ça permet de rester plus longtemps, d'être aussi serein. Et l'objectif, c'est que ça soit un lieu de vie et un lieu de lutte où toutes les personnes qui ont envie de lutter contre l'A69 puissent se réunir ici pour réfléchir ensemble, que ce soit le Labo des Terres, donc les gens qui vivent ici, ou d'autres associations ou collectifs comme LVEL ou des collectifs sans bitume. Cette année, c'est une année un peu déterminante parce qu'en fin d'année, il devrait y avoir le recours sur le fond. Donc le dossier sera étudié par la justice et vraisemblablement le projet sera jugé illégal. Et donc notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte de retarder les travaux autant que possible pour pas qu'il y ait de bitume sur les routes avant le procès. Et donc pour retarder les chantiers, il y a plein de moyens, soit sur le plan politique et on arrive à raisonner nos élus, soit si ce n'est pas les élus qui mettent en place un moratoire, on le mettra, ce sera à nous de mettre en place un moratoire populaire et d'action directe quelque part. La ZAD, c'est un très bon exemple. On s'arrête, on arrête tous sur le tracé, on peut monter des squats, on peut embêter les chantiers. Et donc aujourd'hui, nous au labo, on construit les conditions matérielles pour tout ça, on construit un réseau, on construit des alliances, on se forme. Et demain, sans doute, comme on l'a déjà fait, on va essayer d'intervenir plus directement sur les chantiers pour faire ralentir ça. Bon, là tout est à refaire, là, je pense. Ouais, celle-ci, on peut... Okay. On fait pas mal de demandes par rapport au froid. Alors les gens nous ramènent soit des gros duvets, des matelas, des bonnets, des grosses chaussettes. Donc c'est assez impressionnant de voir aussi la solidarité qu'il y a au sein de cette lutte. Tout le monde vient nous voir pour nous aider. Et donc au final on s'en sort. En plus depuis une semaine on a l'eau chaude, donc là c'est vraiment grand luxe. Ça fait plaisir et puis on s'adapte même s'il fait froid. Voilà, on sait s'équiper pour pas avoir trop froid. Et puis de toute façon on est toujours dans l'action, donc on n'a pas tellement froid que ça. En fait, il y a tellement des marqueurs forts d'organisation collective, de pratiques d'échange, des banderoles féministes partout sur les murs, etc. Donc c'est pour dire que ça s'inscrit déjà très fortement, assez fortement pour qu'il y ait des personnes qui sentent que ça les touche, quoi. Et nous, dans les organisations, c'est des AG, des temps d'échange, on essaie de faire vivre l'horizontalité autant que possible, c'est souvent difficile, on est autogestionnaire. Mais on sait qu'on a des vrais alliés au sein de la Voix est libre par rapport à notre radicalité. Et en tout cas, il y a une solidarité inconditionnelle de la Voix est libre par rapport à notre radicalité. Et ça, moi, je trouve que c'est très important qu'ils nous aient compris et qu'ils nous acceptent
dans notre identité. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a régulièrement encore des engueulades. Il y a des moments où il faut remettre les points sur les i globalement. Mais moi, je suis assez enthousiaste en fait de tout ce qu'a pu être, tout ce qu'on a pu faire ensemble et du chemin qu'elles ont fait et qu'on a fait un peu les uns une vers les autres, quoi. La lutte contre la 69, elle appartient à personne. Nous, on est un collectif d'habitants, on habite ici. Il y a des personnes de ces collectifs qui, pour la grande majorité, je pense, n'habitent pas sur le territoire, mais ils habitent d'autres territoires où il y a les mêmes problématiques. Donc, en fait, ils ont toute la légitimité de se battre ici comme ailleurs. La lutte a pris une autre dimension après Sainte-Soline et après l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre et le soutien des soulèvements de la Terre à Sortie de route, qui a été le premier grand rassemblement en avril 2023, qui a rassemblé près de 8000 personnes. Bon, et bien entendu, là, on voit qu'il y a eu une sorte d'alignement des planètes. C'est-à-dire qu'en même temps que la lutte était très ancrée localement, avec des alliances entre La Voix est libre, Extinction Rébellion, la Confédération paysanne, Attaque, et ça a donné un autre horizon à la lutte. C'est-à-dire que, et ça c'est peut-être ce qu'apportent les soulèvements en tant que tels, les soulèvements ne sont pas une convergence des luttes, ne sont pas une convergence des différents territoires. En revanche, je crois que le mérite des soulèvements, la force des soulèvements, c'est de donner un horizon commun à des luttes qui sont a priori disparates sur des zones, sur des territoires qui sont différents, mais qui ont un horizon commun. C'est la défense de la subsistance, c'est la défense de la terre, c'est la défense de l'eau, c'est la défense des milieux de vie, la défense des communs. Donc, je suis Laetitia, je suis maraîchère en biophagée. Je suis installée depuis 3 ans ici. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je bossais dans le domaine de l'écologie, particulièrement la protection des zones humides. Du coup, l'été dernier, on a commencé à entendre parler de ces histoires d'usines à bitume. Jusqu'à là, on parlait surtout de l'autoroute. Et donc, avec quelques personnes, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on se renseigne sur ce sujet. Donc, c'est là qu'est né le collectif Lauragais sans bitume. Donc, on a commencé à chercher, à lire les documents, les études d'impact et tout ça, à trouver les passages sur les usines. Et donc là, on s'est dit, non, mais là, il faut informer la population, en fait. C'est pas possible de laisser ça sous silence. Personne n'est au courant. Nous-mêmes, on n'était pas au courant. Donc, on a bossé pour faire des présentations et on s'est dit, bon, on va aller dans tous les villages qui veulent bien nous recevoir et on va faire des réunions publiques pour dire aux gens, voilà ce qui nous attend. Il y a eu 8 réunions publiques et il y a eu pas loin de 2000 personnes. Enfin, les salles étaient quand même pas mal combles à chaque fois. C'est vraiment un sujet qui a intéressé les gens parce qu'en fait, les gens sont inquiets par ça. Du coup, 2023, c'était vraiment le moment où on faisait des réunions, où on informait les gens. 2024, on passe plus à l'action, quoi. L'idée, de toute façon, il nous reste qu'un an, puisque les usines doivent être... celle de Puylaurens doit être en fonctionnement fin d'année 2024, celle de Villeneuve début 2025. Donc là, il faut qu'on agisse pour... qu'on fasse tout ce qu'on peut à différentes échelles. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plein de collectifs, parce que chaque collectif a des idées différentes, des façons d'agir différentes. Ça peut aller de la petite marche bisounours ou à plus des actions juridiques. Enfin, il y a plein d'idées différentes. Et l'idée, c'est qu'il se passe des trucs tout le temps. Cette journée de mobilisation, elle se fait à l'appel des soulèvements de la terre. Une coalition de collectifs et d'associations qui luttent contre l'artificialisation des terres, la sauvegarde du monde paysan et contre la destruction insensée du vivant imposée par un système qui recherche le profit au détriment du bonheur des humains et des humaines. Voici quelques semaines, les habitants de plusieurs communes situées sur le tracé de la future autoroute A69 ont appris la mise en place de 2 centrales d'enrobage à chaud à proximité de leur maison, destinées à revêtir la chaussée. Nous, paysannes et paysans, nous sommes en colère. Nous, paysannes et paysans, nous sommes révoltés. Sur ces terres, d'où d'après certains, il n'y a rien, ni personne, se trouvent plus de 500 fermes directement impactées par les usines d'enrobage à chaud de Puylaurens et de Villeneuve-les-Lavores.
ils choisissent de tout détruire sur leur passage. Nos campagnes, notre santé, celle de nos enfants, nos entreprises locales, nos terres agricoles, nos paysans, notre avenir. Paysannes et paysans, acteurs engagés dans la vie locale, nous sommes là pour produire une alimentation saine pour nos familles, nos voisins, pour vous, pour vos enfants et tous les habitants de ce territoire. Pollution aérienne déposée sur nos cultures et empoisonnant nos animaux. Pollution des sols, pollution de l'eau. Dans quel état laisseront-ils nos fermes après leur passage? Ne leur déplaise, la contestation est partout. Notre détermination n'a d'autre choix que d'être sans faille. Nous travaillons la terre, nous sommes la terre qui se soulève et nous comptons bien leur montrer. Car le béton nous tue. Il tue les ouvriers qui travaillent dans les usines. Il vole le sable et ravage l'équilibre des écosystèmes marins. Il stérilise la terre. Le béton tue quand il permet de nourrir les délires de quelques architectes préoccupés seulement de profit en collusion avec les entreprises du BTP. Le béton tue quand Lafarge est une des entreprises qui émet le plus de gaz à effet de serre au monde. Le béton tue quand Lafarge finance Daesh au Proche-Orient et se rend complice de crimes contre l'humanité. Le béton tue quand il nous empêche de penser des imaginaires d'habitats désirables, quand il nous empêche de reprendre en main les compétences et les savoirs pour construire nos maisons. Nous sommes toutes et tous les soulèvements de la Terre. Je sens bien que la contestation de ce monde tient aussi à ta nature ingouvernable et à la nôtre quand nous y consentons. Pendant l'hiver jaune en France, j'ai lu dans un modeste graffiti inscrit dans une rue de Paris cette double intelligence. Dessiné sur le trottoir, un cercle entourait quelques plantes surgissant du béton et de l'acier avec le simple commentaire « ZAD », zone à défendre. J'y ai reconnu l'inspiration rebelle, le sens de l'inversion et du retournement, de la métamorphose, l'éloge du courbe, de l'ambigu, le cercle plutôt que la flèche du temps. Je suis Saul, je suis écureuil à la Crémarbre. Moi, c'est Stanislas. Voilà, j'ai rejoint la lutte il y a quelques semaines, dans le but de découvrir un peu comment on vivait un peu ces lieux d'occupation en collectif avec des moyens très limités et soutenir du coup cette lutte pour le vivant. C'est le 9e camp d'occupation des arbres sur la lutte anti-A69. Les premiers arbres sont installés le 12 novembre. Ensuite, moi, je m'y suis installée plutôt à partir de décembre et de là, j'ai commencé à y habiter. Avec la perspective d'un siège potentiel, enfin en tout cas d'une occupation qui devrait durer pendant toute la période des coupes, donc du 15 février au 31 mars, qui est la seule période légale pour abattre ces arbres. Fin janvier, je suis venu à la Crémarbre avec tout mon matos. J'étais bien dans ma tête, bien dans mon corps. Je pense que j'avais récupéré peut-être 70% de ce que j'avais perdu sur la grève de la faim, grève de la soif, en muscles, tonus. Donc je n'étais pas complètement réparé, mais bon, suffisamment pour envoyer un grand combat. Le 15 février, quand je me retrouve coincée dans l'arbre, au début, je pense que je réalise pas du tout que ça va pouvoir durer aussi longtemps, être aussi extrême. Je suis en pleine rencontre de gens fabuleux, j'apprends à faire des nœuds incroyables, je me fais 3 tours de corde et hop, la planche elle tient. Je suis à 15-20 mètres de hauteur, je vois le paysage autour et je sais que je suis à un endroit où je suis utile. Donc en fait, les premiers jours, c'était un peu la colo. On savait qu'il y avait une menace qui planait au-dessus de nous, on commençait déjà à rationner la nourriture, mais pas dans des proportions extrêmes ni douloureuses, juste savoir qu'il fallait en garder pour plus tard. Et à ce moment-là, je crois que c'était de la découverte et plutôt de la découverte joyeuse.
Et petit à petit, on a construit des cabanes, des cuisines, des salons, des toilettes sèches, un coin haut, des dortoirs, une cabane médic, une cantine, une plonge, tout un tas de choses avec au début très peu de monde. Les prises de décision collectives, l'horizontalité, l'anarchie, c'était des choses qui me questionnaient avant de venir. Et en fait, venir sur une ZAD, c'était un peu l'occasion de faire des travaux pratiques. Et j'ai été épatée par le fait que, comme ça marche bien, j'ai jamais vu un fonctionnement qui était aussi inclusif que ça. Et je trouve ça génial. Même si on peut mettre un peu plus de temps à faire certaines choses, c'est pas grave. Au moins, la chose qui est faite, elle est vraiment collective, elle est vraiment représentative. Et ça, c'est tellement plus important que l'efficacité. Pourquoi est-ce qu'on souhaite garder l'anonymat? C'est pour se protéger. On est dans des espaces qui sont très surveillés et les risques sont grands, des risques juridiques. La deuxième raison, c'est pour sortir un petit peu des icônes. On déborde d'images de noms, de personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça. Ça crée une échelle de valeur de la personne, entre la personne qui est médiatisée et celle qui ne l'est pas et qui regarde et du coup qui peut se sentir un petit peu impuissante face à une personne qui a l'air de faire 1 milliard de trucs et on voit toutes les images de ce qu'elle fait. On a fait un atelier avec tout le monde qui s'appelait co-construction d'un cadre de coopération prenant en compte les oppressions systémiques et donc qui était censé mettre en évidence un peu toutes les oppressions qu'on pouvait subir dans la société et essayer de voir comment on pouvait gérer ça collectivement et les remettre en question et faire en sorte qu'il n'y ait pas de système d'oppression et de domination sur ce camp. Évidemment, c'est des choses qui sont longues et fastidieuses à mettre en place, parce qu'il faut tout déconstruire, mais en fait, j'ai l'impression que ça marche quand même pas mal. On arrive à des jolies choses ensemble. Et bon, des fois, il faut se battre pour que ce soit pas toujours les meufs qui se ménagent et la vaisselle, mais je pense qu'on se déconstruit aussi vite qu'on construit des cabanes, c'est-à-dire très très vite. Ça demande beaucoup de conviction parce qu'on donne énormément d'énergie pour construire quelque chose qu'on sait éphémère. Il y a des arbres qui sont centenaires. On passe du temps dedans, on passe du temps la journée dedans, à grimper dedans, on va dormir dedans. Et il y a une sensibilité qui vient se développer du coup à côtoyer autant ces grands arbres. Alors on les occupe, du coup on prend un peu de place dans cet espace qui connaissait beaucoup moins d'occupation humaine avant qu'on arrive, mais c'est toujours dans le but de les protéger d'une coupe, quoi. On est devant le palais de justice. On a des copains, copines écureuils qui vont bientôt être auditionnés à 14h. On appelle ça les écureuils de Verfeil qui sont montés un matin pour bloquer les machines au mois de mars. Alors qu'on a approché de la fin des coupes, donc c'était une action hyper importante pour ralentir les coupes, qui avait plutôt fonctionné. Et voilà, aujourd'hui ils sont poursuivis par la justice, ils auront l'occasion de se défendre. Et là on monte le mur, un mur qu'on a déjà monté plusieurs fois. Et l'idée c'est de rappeler que ce projet il fonce dans le mur. Et quelque part, à l'inverse, que nous on est le mur qui va faire arrêter ce projet. Peut-être la seule chose spontanément qui me vient, c'est un immense merci, parce que pour le coup, vous voir toutes et tous, ça participe d'une solidarité qui nous fait dire qu'on n'a pas fait ça pour rien, qu'on avait toute légitimité à s'enchaîner à ces machines et à empêcher que la coupe des arbres ait lieu. Et quand bien même l'acte serait considéré comme illégal, on sait qu'on l'a fait pour protéger l'état de la planète et pour faire en sorte que ce projet ne voit pas le jour. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner un des procès liés à la 69. Je suis dans la mission du chercheur, qui est d'apporter les faits scientifiques pour éclairer le débat public, pour éclairer aussi les décisions politiques qui doivent être prises donc, au regard des enjeux environnementaux, qui sont aujourd'hui des enjeux d'habitabilité de certaines régions de la Terre, des enjeux qui font qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'engager vers des modes de vie bas carbone. Donc chaque tonne de CO2 compte. Et des infrastructures comme ces autoroutes aujourd'hui sont en fait des objets qui sont emblématiques de ce qu'il ne faut plus faire. En fait, on arrive à des rapports de force, en fait, des affrontements entre deux manières de voir la société, deux manières de vivre ensemble. Et là, en fait, il y a des points de rupture très fortes puisqu'il y a une urgence. On arrive de plus en plus face au mur, donc il y a une urgence. Et donc, du coup, il y a deux mondes qui s'affrontent. Et clairement, les autorités qui prônent la société ultralibérale, elles ont besoin de la police.
elles ont besoin de l'état de droit. État de droit, ça, c'est pas la démocratie. L'état de droit, c'est voilà, on a déjà vu des régimes ultra autoritaires, des dictatures qui se revendiquent de l'état de droit, puisqu'il suffit de modifier les lois. Et ce que j'essaye de dire souvent, c'est qu'il faut pas être dans la sidération, en fait. C'est-à-dire, voilà, ça existe, on sait que c'est là. Donc maintenant, on s'organise, en fait, parce que en face, ils sont organisés. Donc nous, il faut qu'on fasse pareil. Pour pouvoir avancer aussi et mettre en place, enfin, voilà, gagner ce rapport de force, en fait. Les CRS au taquet viennent de charger. Ils sont en train de... Au début, on est 19 écureuils. Au bout de 2 semaines, on était plus que 5. On est à peu près autonome, que ce soit en nourriture, en eau et en contact humain. Et en bas, il s'est organisé tout un processus de ravitaillement en nourriture, avec vraiment un acharnement incroyable, une détermination incroyable de la part des personnes qui étaient en bas à s'obstiner tous les jours face au refus. Première observation, nous allons faire usage d'humanité. Nous allons ravitailler les écureuils. Il y a des voitures derrière nous. À manger, à boire pour des gens qui en ont besoin. On a le devoir d'y aller. On a le devoir d'y aller. Vous êtes dans l'égalité. À manger, à boire, à manger, à boire, à manger, à boire, à manger. Non, merci. Moi aussi, je vais jouer. Laissez-le. Laissez-le. Là, d'avoir ce soutien, juste cette interdépendance, la même qu'on a déjà construit avec les arbres, aussi on les protège pour qu'ils nous protègent, ils nous protègent pour qu'on les protège. C'est un truc, ça va dans les deux sens. Là, avec les gens, nous, on est aussi, mais ces gens-là étaient au sol. Et puis, on a une interdépendance où c'est trop important de travailler ensemble, d'avancer, de s'apprendre des choses, de continuer à être ensemble, quoi. Force est de constater tout d'abord que bon nombre de gendarmes sont violents, puisqu'ils adhèrent souvent aux théories de Adolf Hitler. De même, les forces du désordre appliquent à la lettre la philosophie criminelle du marquis de Sade, en privant notamment de ravitaillement les écureuils. Rêveurs, idéalistes et déterminés, il est d'autant plus vital de les aduler. Et pour finir, et de les encourager à défendre les arbres, en leur criant de tout notre cœur. Alors, on vous adore. 1, 2, 3, on vous Enfin, là, vous répondez à des ordres de ni tête, là. On est d'accord. Vous avez le droit de vous retirer.
l'histoire traitera que c'est dans l'illégalité que vous faites ça. Vous serez poursuivis. Et j'espère que l'histoire se souviendra de ça. Très bien. Pour du jardin, Lise Terrasse, on est avocate. Vous êtes combien d'avocats? On est 2. Vous pouvez sortir. Ok. Alors, on a... Désolé, mais désolé. Les 2 avocats. Ils sont en train de monter les sacs. Les vivres viennent d'arriver au pied de l'arbre, au pied du chêne. Oh, c'est magique. Un grand merci à toutes ces personnes qui sont au sol et qui se bougent depuis des jours pour qu'on puisse être ravitaillés. Allez, go, 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 go! Allez, par là! Ça arrive, attention! C'est le psy. Ouf, putain. Ça continue, les gens super courageux qui nous envoient des petites boulettes. Et aujourd'hui, au menu, c'est polenta. Les gars, il lui a mis un énorme coup de genou dans la tête! Tentative de ravitaillement là. Du coup, merci à tous les gens du sol qui ont fait en sorte qu'on ait un ravitaillement, c'est trop chouette, on s'est bien fait plaisir sur ce qu'on a reçu. Du coup, on a une autonomie là jusque demain soir, c'est super, on gagne un peu de temps. Alors là-bas, il y a un blessé. Ah, bah oui, bah c'est malin! Lentilles, non? C'est quoi, ouais? Ouais, lentilles vertes. Lentilles vertes, elles sont trop géniales. Bravo. Et l'autre aussi. Au tout début du siège, on a installé des boules de graisse dans les premiers arbres dans lesquels on était et on a observé les mésanges. Je me suis retrouvée sur une branche et là il y a une mésange qui est venue et on a vraiment sympathisé. Il s'est créé un vrai truc. Et à un moment, il y a une mésange qui arrive avec des petites boules de poils dans son petit bec et qui s'est calée sous la branche sur laquelle j'étais. Je suis allée voir, il y avait une cavité, dedans il y avait déjà plein de plumes, plein de trucs. Et puis petit à petit, elles se sont hyper habituées à ma présence. Et elles faisaient vraiment leur vie tout autour de moi et elles me laissaient les filmer, quoi. Ça s'est si bien passé parce que j'ai envoyé les vidéos à une personne qui fait partie des naturalistes des terres. Et cette personne a tout de suite dit « Ok, si on veut que ça marche au juridique, il faut utiliser telle application, il faut faire ça comme ça, il faut que tu essaies d'avoir telles images. » Et en plus de ça, cette personne-là s'est mise en lien avec un qui était capable de la procédure juridique qui a permis d'aboutir à tout le résultat qu'on a eu, c'est-à-dire prouver que la parcelle n'avait pas été déclassée, que de toute façon, même si elle avait été déclassée, maintenant il y avait une nidification de mésanges bleus qui était une espèce protégée, donc c'était pas possible de battre les arbres. Et tout ça arrive avec un travail conjoint de plein de monde, et donc oui, c'est ça qui fait qu'on peut descendre. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, trop de trucs, c'est horrible. Ils sont tellement incroyables. C'est à eux qu'il faut dire merci. Enfin, Ouais. on se dit tous merci, on a fait le même travail tous ensemble. La milice fasciste et les violences des forces de l'ordre sont couvertes par la préfecture.
La violence d'Atosca qui coupe les arbres sont couverts par la préfecture et la justice. Nous n'avons aucune confiance en les institutions de justice et les institutions légales. Pour nous, le risque d'abattage est toujours imminent. C'est pourquoi nous continuerons l'occupation sur ce terrain. Quand on rentre dans une lutte, on rencontre plein de gens. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a une vraie force. Et puis on sort de, ok, on fait des petits gestes à la maison, on se rend bien compte que c'est pas ça l'enjeu. Donc on sort du désespoir, on rentre dans l'espoir en fait. On sort de l'inaction, de peu d'action, vers une action collective qui est prometteuse. On s'installe, on fait des communs, on occupe. Et occuper, c'est pas occuper pour occuper. Occuper, c'est pour justement faire vivre toutes ces conditions matérielles, ce monde finalement. Mais un monde concret, pas un monde fantasmé, un monde concret qui s'élabore justement dans la lutte. Et en fait, je me rends compte que la vie de lutte est beaucoup plus passionnante. C'est une vie tellement riche que j'ai envie de continuer dans ce mode de vie. Ces luttes, c'est des luttes complètes. Donc, il y a tout à faire. Donc, forcément, vous savez faire quelque chose qui sera utile pour cette lutte. Le projet de la Confédération paysanne, qui est un projet d'agriculture paysanne, c'est aussi et d'abord un projet de société. C'est pas un truc corporatiste, les paysans pour les paysans. C'est vraiment de tisser ces liens, de se vivre ensemble, se frotter ensemble à des choses compliquées, voilà, pour des territoires vivants, avec des paysans nombreux, avec des habitants nombreux, et plus des déserts ruraux. C'est ça qu'on cherche aussi. C'est aussi un curseur d'espoir pour l'avenir, ce projet. À titre personnel, si ce projet se fait, j'aurai très peu d'espoir. Et clairement, lutter contre ce projet, c'est ce qui nous permet de tenir aussi moralement. Et Je respire à nouveau dans les lieux où vous, terrestres, m'habitez vraiment. Vous êtes revenus de votre exode mental et physique. Je perçois bien les extraordinaires révolutions mentales en cours. Elles sont considérables. Même si, submergés par vos peurs et votre peine, par les souffrances sociales, par le sentiment d'urgence, vous n'en mesurez pas toujours la portée. Vous revenez de très loin. Le chemin peut vous paraître infini et le but hors d'atteinte. C'est une erreur de perspective. Car il suffit de sortir du chemin, de se retourner, de faire un pas de côté, de changer d'orientation et de regard, pour voir et comprendre que les mondes que vous désirez sont déjà là, à votre portée.